Bienvenue à cette table ronde qui est organisée par le CFC. Et nous allons parler d'intelligence artificielle, évidemment, aujourd'hui, avec un focus particulier sur l'univers B2B, puisque l'IA, évidemment, infuse dans tous les secteurs et les différents acteurs qui sont sur le B2B, évidemment, intègrent l'IA dans leur process, ce qui transforme aussi leur activité. Donc, le CFC, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui sont peu nombreux, je pense, dans la salle, le CFC représente les éditeurs de presse aujourd'hui pour protéger et pour monétiser la rediffusion de leur contenu sur le marché B2B. Alors aujourd'hui, ce sont plus d'une trentaine d'acteurs de la veille, des entreprises, plusieurs milliers d'entreprises d'administration qui ont des contrats avec le CFC. Ce sont des acteurs aussi bien français qu'internationaux et le CFC distribue aujourd'hui plus de 35 millions d'euros aux éditeurs de presse pour la gestion de leurs droits. Alors c'est aussi bien du droit d'auteur que du droit voisin sur ce secteur. Donc évidemment, le secteur B2B est impacté et le CFC observe des évolutions des usages sur le B2B, des acteurs de la veille et des entreprises et administrations. Pour vous donner un schéma un petit peu des différents usages, quand on parle d'intelligence artificielle, on a évidemment tendance à penser forcément aux LLM, aux acteurs B2C. C'est évidemment beaucoup plus large et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une multitude d'acteurs. Alors sur la carto, on va partir effectivement du LLM, donc tous les acteurs qui développent des large language models. Et là, on est sur une phase d'entraînement des contenus qui nécessite évidemment une autorisation. Donc on est sur la première phase qui est les infrastructures, les LLM, l'entraînement, l'hébergement, donc des investissements conséquents sont entrepris surtout pour les infrastructures. Ensuite, après la phase d'entraînement, on a la phase de déploiement des services d'IA et c'est là où on va trouver une multitude d'acteurs. Donc le déploiement des IA, il est fait évidemment par les développeurs à travers leurs services directs. Alors typiquement un chat OpenAI qui va déployer son LLM sur ses services directs grand public comme ChatGPT, mais aussi vis-à-vis du B2B. Alors pour OpenAI par exemple, le déploiement sur le B2C, c'est à peu près 70% de ses revenus aujourd'hui, essentiellement via les abonnements, mais aussi sur le B2B et on est sur 30% des revenus d'OpenAI. À côté du déploiement par les LLM, il y a évidemment tous les acteurs qui vont intégrer de l'intelligence artificielle, alors soit se connecter en API sur des plus grands modèles, soit développer en interne en intégrant du code source. Et là, c'est là où on va trouver effectivement alors aussi bien des acteurs de la veille qu'on connaît très bien que d'autres acteurs qui viennent sur ce marché. Et là, on va être dans la phase où, évidemment, le contenu, et notamment le contenu de presse, est également important. Et pour alimenter essentiellement ces services, pour apporter des réponses. Et là, on va être sur le RAG, donc qui est une sorte de crawl, mais le RAG ne se fait pas uniquement via du crawl sur les sites internet, il peut se faire aussi sur des corpus de données via des API ou autres moyens. On a tous les agents IA qui se sont développés. Donc on va voir avec justement notre panel aujourd'hui comment s'est développé tout ce secteur. Et ensuite, on a les utilisateurs. Et les utilisateurs, c'est aussi bien le consommateur, l'utilisateur qui va utiliser un chatbot, qu'une entreprise, et on le verra avec Quentin sur la Société Générale, que aussi potentiellement l'enseignement. Alors, pour discuter de ça aujourd'hui, on a donc 3 panélistes. On va démarrer avec Boris Toledano, donc, qui est le cofondateur et le Chief Operating Officer de LinkUp. Et LinkUp est une start-up française qui est en pointe sur justement l'architecture web pour aller fournir justement des contenus pour l'IA.
Donc Boris, est-ce que tu peux nous présenter dans un premier temps ton LinkUp? Oui, bonjour à tous. Merci pour l'intro, Sandra. Tu as assez bien défini les enjeux et du coup, ce qu'on fait, c'est l'une des choses dont tu as parlé, c'est le RAG ou le Retrieval Augmented Generation. Donc, c'est quand on demande à un LLM de ne pas générer la réponse sur la base de ses connaissances d'entraînement, mais vraiment de s'appuyer sur une base documentaire précise. Ce que fait LinkUp, c'est tout simplement un index du web sur lequel les LLM ou ce qu'on appelle aujourd'hui les agents d'IA, qui sont rien d'autre qu'en fait des LLM avec plusieurs couches d'orchestration, vont venir s'appuyer pour générer des réponses. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce petit schéma à gauche, le petit bouton Web Search avec lequel vous êtes maintenant tous familiers sur tous les agents conversationnels. Et ben on est exactement ce genre d'infrastructure qui va permettre au LLM d'aller fouiller Internet, faire du RAG, donc un moteur de recherche, pour nourrir la réponse. Voilà. On n'adresse pas du tout le segment B2C comme celui d'OpenAI. Nos clients sont plus des gens comme la Société Générale qui vont construire des outils très spécifiques au sein de leur entreprise pour leurs employés ou pour leurs clients. Donc voilà, donc on fournit quelques garanties de sécurité en plus, entre autres. Mais voilà, en un mot, ce qu'est LinkUp. Et tu parles effectivement de RAG, donc l'objectif, c'est effectivement de pouvoir fournir des contenus adaptés donc aux LLM, aux agents IA. Qu'est-ce qui te différencie finalement d'un search traditionnel type Google? Alors, c'est pas la même façon de fonctionner. Donc, je pense que là, tout le monde a en tête les enjeux actuels avec les outils comme ChatGPT et les infos qui remontent. Donc Google, c'est un moteur de recherche qui a été construit sur 30 ans, complètement optimisé pour la navigation humaine et donc pour l'attention humaine. Le but de Google étant que vous ayez des liens, que les premiers liens soient cliquables, ouverts, puis qu'on y passe du temps. Un LLM ne fonctionne pas du tout de la même façon, puisqu'il peut accéder à quasiment tout Internet en une fois, si je puis dire. Donc il n'a pas besoin du tout d'avoir ces parcours-là, d'avoir une dizaine de liens, de les ouvrir, de naviguer. Et donc ça c'est la première différence. Et la deuxième différence qui elle est plus fondamentale et qui repose sur l'évolution technique, les progrès techniques de ces dernières années en intelligence artificielle, c'est qu'on ne fait pas de la recherche sémantique mais de la recherche vectorielle. Donc ce qui ressort d'un moteur de recherche comme le nôtre ou Perplexity ou OpenAI, peu importe, c'est que c'est basé sur de la distance vectorielle. Et donc c'est nous, le travail qu'on fait, c'est de prendre les pages web, donc on les crawl, on décompose ces pages web en petits morceaux. Ces morceaux sont transformés en représentations mathématiques qu'on appelle des vecteurs. Ces vecteurs sont stockés et c'est toute la magie du LLM et de l'IA, c'est qu'ensuite on va pouvoir aller chercher les vecteurs qui sont les plus près possibles de ce que recherche l'utilisateur, qui en l'occurrence nous est un LLM, et pour lui fournir la réponse la plus précise possible, et non pas une réponse qui aurait été favorisée par du SEO, de la pub ou autre chose. D'accord, donc c'est effectivement le prisme est complètement différent et l'approche. Donc toi, tu t'intègres dans l'écosystème, la brique, tu t'intègres en amont effectivement peut-être de la Société Générale ou d'autres agents IA qui demandent en fait, qui te font une requête. Et c'est LinkUp qui permet de pouvoir identifier les contenus et récupérer le contenu. Exactement. Dès qu'une entreprise veut développer ses outils en interne parce qu'elle a des besoins spécifiques et qu'elle veut, pour le dire de façon simple, ajouter ce petit bouton Web Search à ses agents, elle va avoir besoin de LinkUp. D'accord. Et j'imagine qu'il y a une traçabilité sur tous ces usages. Évidemment. Il y a une traçabilité sur tous ces usages. Évidemment, c'est aussi la particularité de ce qu'on offre, c'est de pouvoir choisir le périmètre entre guillemets du web sur lequel on veut naviguer, inclure ou exclure des sources. Il y a une transparence sur les protocoles qu'on respecte, qui sont connus maintenant de tous, robots.txt, enfin les sites qui ne veulent pas être crawlés, c'est respecté, même si la tendance aujourd'hui est plutôt au contraire à l'ouverture et à ce que les sites demandent à être crawlés pour apparaître au sein des différents outils d'IA qui naissent. Mais oui, voilà. Merci Boris. Je te laisse, Guillaume.
Autour de la table aujourd'hui également avec nous, Valérie de la société Seekeasy, société belge, licence CFC, plateforme de veille qui est lancée depuis quelques années, une jeune société présente en France depuis 2019. Valérie, moi je voulais te demander comment vous appréhendez finalement chez Seekeasy toute cette vague IA qui nous arrive. Bonjour. Donc, le mieux possible. Non. Donc, chez Seekeasy, finalement, on considère l'IA comme un outil comme un autre. Donc, c'est juste une technologie. Tout comme LinkUp, on n'entraîne pas de modèles. Par contre, nous, on utilise aussi des modèles open source, avec la particularité qu'on les héberge chez Seekeasy sur nos serveurs dédiés. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à des services tiers. Donc, on a acquis cette expérience, cette expertise pour déployer les modèles, pour les fine-tuner, pour nettoyer, faire du post-processing de réponses. Et alors, en amont de tout ça, effectivement, on a intégré aussi notre RAG, c'est sur nos données. Donc, nos données, c'est les données des clients. Donc, c'est pas non plus leurs données en termes de propriété intellectuelle, en termes de droit d'auteur, mais c'est-à-dire qu'on va faire un travail qui va être en partie analogue à LinkUp. C'est-à-dire qu'on va on va d'abord segmenter tous nos contenus, on va les enrichir, et dans l'enrichissement, il y a notamment également la vectorisation. Donc, c'est un point important. C'est de pouvoir effectivement représenter un contenu, un article, dans un espace multidimensionnel, 500 ou 1000 dimensions selon les modèles, et ensuite pouvoir effectivement retourner quelque chose qui est dans le contexte. D'accord ? Donc l'IA générative, pour nous, elle a été intégrée chez Seekeasy à partir de 2024. On était parmi les premiers. On a un assistant qui s'appelle Ask Mila, qui permet de requêter et de retirer uniquement des extraits, des courts extraits, ce qu'on appelle des snippets chez nous, d'un domaine, d'un corpus documentaire donné. Donc on a également ce contrôle-là. On va dire, on va finalement interroger uniquement, potentiellement, la base documentaire. Donc on évite les hallucinations, on reste sur quelque chose de pertinent. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est effectivement de pouvoir travailler avec l'IA sur ces aspects documentaires. Un autre aspect intéressant de l'IA, c'est de pouvoir avoir un mode de fonctionnement différent. Donc si on regarde le petit schéma que j'ai fait, à gauche, ça reste la même chose. On collecte comme toujours, on enrichit comme toujours. Alors on a rajouté de la vectorisation, c'est vrai, mais sinon c'est de la traduction, c'est de l'enrichissement sémantique. Et puis après, il y a deux modes de fonctionnement. Il y a le mode de fonctionnement search engine classique, on va dire, où vous attendez à avoir une liste de résultats. C'est vrai que le monde évolue, on en discutait justement avant ce panel. Le monde évolue, mais pour nous, dans notre communauté de veilleurs, il y a encore beaucoup de gens qui souhaitent avoir ces listes de résultats. Ils veulent tout voir de ce qui est sorti de nouveau. Si le concurrent a ouvert une nouvelle usine, lancé un nouveau produit, signé un nouveau MOU ou n'importe quoi. Et donc pour ces gens-là, le mode search engine avec des résultats en liste ou en dashboard, que sais-je, est encore relativement important. Mais il y a également des cas d'emploi qui se sont créés avec l'IA générative. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir des listes de résultats, vous allez avoir une réponse directement à votre question. Vous posez la question en langage naturel et vous avez la réponse en langage naturel, ce qui est quand même assez pratique. L'avenir de l'IA, pour nous, va reposer sur un mix des deux solutions. C'est-à-dire que ce qu'on va offrir chez Seekeasy en 2026, c'est finalement l'IA générative qui va travailler sur la liste des résultats, justement pour pouvoir analyser et faire ce travail que les veilleurs font normalement au quotidien. Regardez, tiens, cette info, elle est utile ou peu utile, elle est pertinente ou pas pertinente, je la prends ou je la rejette. Voilà. Mais c'est de toute façon un outil comme un autre. Et l'IA, d'ailleurs, on l'intègre déjà depuis la création de Seekeasy. Société belgo-française, puisqu'on est quand même, on a quand même fait l'acquisition de la société XO à Lyon, donc on est maintenant quand même un peu français. Et donc l'évolution de l'IA va aller encore plus loin. Je pense qu'on va en parler peut-être lors du deuxième passage, mais voilà, notre vision de l'IA va au-delà du travail du spécialiste d'information. Il va plutôt au niveau de la réception d'informations et donc du consommateur. Mais je pense qu'on pourra prolonger cela. Enfin voilà. Donc pour nous, gain de productivité, ça permet d'aller plus loin, ça permet de générer quelque chose qui est plus facilement consommable, mais ce sont des cas d'emploi différents. Voilà.
Je ne sais pas si il faut plus d'infos ou pas. Dans l'aspect sélection, parce que c'est un enjeu pour un acteur de la veille, là, il y a une vraie valeur ajoutée sur le repérage des contenus, sur la sélection par rapport, effectivement, où on avait parfois un mot-clé. Est-ce que là, on a plus de finesse, finalement, moins de bruit dans la sélection des contenus ou... Bon. En fait, l'IA a apporté depuis des années des avantages pour le veilleur. Si vous êtes membre d'une société comme Safran ou Carrefour ou Orange, et que vous êtes veilleur, vous êtes soumis à cette problématique du bruit d'un nom propre qui se mélange avec un nom commun. Et donc, les premiers modèles ont fait ce qu'on appelle l'enrichissement sémantique, Name Entity Recognition, et ça a déjà permis de finalement filtrer les contenus et donc supprimer ce qu'on appelle le bruit. Ce sont finalement des contenus qui matchent les queries, c'est-à-dire qui répondent à la requête, mais qui sont hors contexte. Et parfois, même en vectorisant, c'est une partie du NLP, la vectorisation, on avait aussi des problèmes. Je prends un exemple d'un fabricant d'armes qui s'appelle Beretta. Il y avait des joueurs de football qui s'appelaient Beretta. La contextualisation permettait de supprimer ces contenus-là. Mais par contre, s'il y avait monsieur a tué madame avec son Beretta 92, qui est un fait divers et qui n'est pas du tout un sujet de veille concurrentielle, il était difficile de rejeter ça parce qu'il y avait notamment cette notion d'armes et ce genre de choses. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu le contexte. Et donc, on a vraiment pu, avec l'IA générative, aller vraiment plus loin. L'IA générative va pouvoir vraiment analyser le contenu, le lire, le comprendre, on va dire, relativement bien, comme un bon alternant, comme je dis souvent, et va pouvoir comme ça faire ce travail. Il va pouvoir aller plus loin dans le travail. Donc voilà, c'est plutôt dans effectivement la sélection des contenus, c'est un filtre supplémentaire. Donc voilà, c'est tout à fait ça. Mais ça va permettre aussi de faire des livrables automatiques. Par exemple, chez Sikizi, on a un portail de lecture sur lequel des widgets, des murs s'adaptent automatiquement en fonction de ce qu'on met dans certains dossiers. Et donc là, ça veut dire que ça rend plus facilement consommable la veille réalisée au quotidien par des veilleurs. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt quelque chose de pratique, un outil de productivité, on va beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Par contre, à gauche, nous, la collecte a toujours été la même. Bon, là, nos clients lancent les robots, parce que nous, on a une plateforme qui met à disposition des technologies pour nos clients. Nos clients vont lancer leurs robots sur des sites corporate, des résultats financiers, des agences publiques, parfois des sites de presse, ce genre de choses, de la presse spécialisée. Et voilà, c'est uniquement la façon de utiliser les données qui est différente, quoi. Donc c'est le petit schéma à gauche, là vous voyez, il y a une session qui se fait, et après il y a encore énormément de nouveautés. Voilà, par exemple, ce qui est comme link up un peu, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire intégrons-nous dans l'écosystème. C'est-à-dire que voilà, c'est les API, les SSO. Avant, une API, c'est une API de recherche très traditionnelle. Maintenant, ce serait une API effectivement sur base du contexte. Ce serait une API peut-être qui va renvoyer une réponse, pourquoi pas, direct. Donc voilà, l'IA générative ouvre quand même le spectre et permet de lier, je trouve, le market intelligence à d'autres aspects de la boîte, comme le sales intelligence, ce genre de choses, quoi. Voilà. Merci Valérie. Je m'arrête. Super. À côté entre vous deux, Quentin Lio de la Société Générale. Bonjour à tous. Quentin, tu es analyste veilleur à la direction de la sécurité. Je pense que ça appelle pas mal de questions après la présentation de Boris et Valérie. Tu vas nous dire, toi, quel est ton rôle déjà au sein de la banque, et ensuite comment vous envisagez l'IA de manière globale et peut-être plus pour toi dans ton quotidien, et voilà, quels sont les enjeux, les challenges pour la Société Générale. Je pense qu'il y en a pas mal. En effet, donc Quentin Lio, ça fait 7 ans que je suis à la Société Générale. Auparavant, j'étais plutôt côté industrie des logiciels de veille, donc plutôt comme Valérie. J'ai une activité qui se découpe en 3 parties. Des analyses géopolitiques et du renseignement économique. Une partie en tant qu'administrateur de solutions de surveillance, que ce soit du social listening, donc d'écoute des réseaux sociaux et des choses assez classiques. Un pan sur de la cybersécurité et sur du renseignement sur les menaces pouvant cibler le groupe Société Générale.
et une partie sur des activités beaucoup plus business, c'est-à-dire de conformité et favorable aux activités de marché. Donc en gros, se renseigner sur une personne physique ou une personne morale en amont d'une affaire ou en cours d'activité. Ça, c'est le contexte. Là où c'est intéressant, et je suis un petit peu entre les deux mondes, et ça parle un petit peu, c'est qu'en fait, moi je suis issu du monde de la veille, et figurez-vous que j'ai découvert LinkUp en échangeant avec Boris, en n'ayant pas conscience des technos qui étaient derrière les outils d'IA embarqués chez Société Générale. Et là où c'est intéressant, c'est que on se retrouve confronté, comme Valérie le dit, sur la partie nécessité de faire de la vectorisation des contenus de façon massive, puisque c'était ma principale contrainte quand je suis arrivé à la Société Générale il y a 7 ans, c'était d'arriver à accumuler des données de façon suffisamment conséquente pour avoir une compréhension de l'écosystème du groupe et pouvoir répondre à des demandes très précises de la direction, pour pouvoir piloter l'évolution du groupe. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, l'évolution à la fois de l'écosystème de veille où les capacités de LLM ont permis une forme de vectorisation progressive des contenus, des gains de temps, des gains opérationnels assez majeurs, eh bien on se retrouve à avoir une forme de meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on prend à la fois les meilleurs outillages possibles de l'écosystème IA, tout en les utilisant dans des outils plus classiques, plus traditionnels, qui font un peu plus penser à des phénomènes, je vais caricaturer, mais à de plomberie numérique, où on est capable de faire de la tuyauterie et d'envoyer des volumes de données assez conséquents. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que dans notre activité, notre périmètre, il n'est pas forcément de travailler que sur de la donnée structurée. Donc bien sûr, on adresse de la donnée média, des choses assez officielles, structurées, mais notre job va être aussi en grande partie d'avoir des activités d'investigation source ouverte, en OSINT. C'est un terme qui est à la mode, mais avant que ce soit à la mode, c'était avant tout, comme vous le savez je pense tous, des documentalistes qui réalisaient ce type d'activité, avec une particularité qui était, la valorisation de leur activité, qui n'était pas forcément toujours évidente, et deux, un métier qui manquait bien souvent de levier de productivité pour arriver à valoriser la data. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on se retrouve à la fois dans une direction de la sécurité qui est logée au sein du secrétariat général de Société Générale, dans un sujet où on adresse des problématiques géopolitiques, donc de compréhension des enjeux majeurs géopolitiques actuels, à la fois sur des sujets business où on a cette nécessité d'avoir et de la donnée très qualitative en source ouverte et où il faut qu'on ait des capacités un petit peu comme les MCP qui sont un peu à la mode en ce moment, d'aller chercher des données de manière très précise via des IA. Et donc là, typiquement, des logiques link-up qui vont peut-être demain, si j'anticipe dans 5-10 ans, nous permettre de centraliser toutes les demandes de tous les collaborateurs Société Générale qui vont consulter les bases de données publiques et de réduire le nombre de demandes majeures en étant dans une logique de s'il y a une question et une réponse pour 1000 collaborateurs, ça fait une question et une réponse. En parallèle de cela, et comme je vous le disais, sur le plan géopolitique, il y a un élément qui est assez intéressant, qui est l'analyse des modèles, qu'on est obligé de pouvoir analyser, et qui rentre dans notre périmètre, puisqu'à l'heure actuelle, quand on utilise des outils et des modèles sans en connaître la nature profonde, la partie rétro-engineering des modèles peut avoir une influence phénoménale sur les réponses apportées et sur la construction de ces modèles. Un des premiers éléments, c'est par exemple notre exposition à l'international sur des pays où je ne vais pas caricaturer, mais où la Société Générale peut être prise pour cible car représentante des intérêts français à l'étranger. Et de ce fait-là, quand on va poser la question de qui est Société Générale ou qui est Slavomir Krupa, le directeur général de la banque, si demain la société, ou du moins dans un autre pays, les modèles utilisés ont été soit poisonnés, c'est-à-dire intoxiqués, ça on a cette nécessité de le savoir, mais on ne peut passer par cette phase d'analyse et d'audit de compréhension des écosystèmes que par une forme de transparence et donc de lisibilité des vecteurs et des éléments présents, ce dont a parlé Boris. Et donc c'est là où en fait il y a une forme de... Les enjeux informationnels en ce moment ont beaucoup le vent en poupe et si je fais un peu une comparaison avec Viginum par exemple, pour tous ceux qui connaissent, on est un peu dans cette même dimension mais appliquée au secteur privé, puisqu'on a bien conscience que les luttes et les manipulations de l'information, elles ne se limitent pas au champ informationnel géopolitique. Elles impactent de façon majeure les acteurs privés. Et qui d'autre que des acteurs historiques du monde de la veille et de la documentation pour adresser ces sujets-là
qui touche à la fois à des outils de productivité et à des outils où, si tout le monde bascule sur des outils d'IA, demain, c'est un peu l'alma mater de tous les employés du groupe. Si la réponse apportée est défaillante ou légèrement différente, on peut aussi essayer d'identifier des stratégies d'astroturfing, donc de manipulation de contenu type réseaux sociaux ou vraiment orienté cybersécurité. Donc les vecteurs peuvent être, les canaux d'attaque peuvent être très très différents. Et pour autant, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois à la convergence de la market intelligence, du renseignement en source ouverte, et on est en train de réaliser qu'en fait, ces éléments-là d'IA permettent un phénomène d'industrialisation de captation des données, toujours dans des logiques de collecte de la donnée de façon appropriée. Typiquement, on a des budgets presse, on a un large éventail d'outils, puisqu'en fait, on ne peut pas se permettre de ne pas accéder à la donnée. Donc, dans tous les cas, on est dans cette nécessité d'arriver à avoir une compréhension fine de notre écosystème. Et si on ne réalise pas cette tâche-là, et si on n'a pas un outil de transparence, un outil de productivité pour pouvoir répondre à des demandes qui sont à rendre pour la veille, en général, comme toujours, typiquement, je pense que c'est la même problématique que les journalistes quand ils sont confrontés à un bruit informationnel massif. Et je pense que on a peut-être tendance à considérer que les enjeux sont nouveaux, alors qu'en fait, il y a une quinzaine d'années, les problématiques étaient sensiblement les mêmes, mais c'est plus une question de leviers de productivité qui sont arrivés dans l'enjeu, quoi. Effectivement, on comprend et on va y venir sur la nécessité de la fiabilité de l'information et qui est primordiale et qui évidemment a un coût également. Ça va être le sujet. Sur la question de la sécurité aussi dont tu parlais, aujourd'hui la Société Générale, j'imagine, s'appuie sur des modèles, mais comment vous vous assurez aussi de la sécurité de vos données aussi, pas seulement des données tierces? Alors, avec justement des modèles que vous intégrez. L'intérêt aussi, c'est que, comme Boris le précisait, il y a à la fois le côté collecte en externe, mais il y a aussi la particularité d'avoir de la donnée interne, et donc de requêter dans des capacités assez massives de données, et donc d'avoir une visibilité sur les thématiques les plus traitées en interne. C'est aussi un enjeu de sécurité vis-à-vis de la lutte contre la fraude interne, par exemple. On a des problématiques très concrètes de la donnée a été captée, il y a un nombre d'utilisateurs et de collaborateurs qui ont eu accès à cette donnée et qui sont susceptibles de la distribuer en dehors et voire même de faire fuiter des informations. Le passif de la Société Générale sur plusieurs dizaines d'années fait qu'il y a aussi une attention particulière qui est portée sur ces sujets-là. Et de facto, les outils de productivité dont je parlais tout à l'heure viennent aussi alimenter cette approche-là de sécurisation des contenus pour pas qu'il y ait une forme soit à la fois de diffusion massive et en même temps de capacité à avoir une approche volumétrique des données qui sont en interne. Donc il y a à la fois un côté de collecte en externe qui est mesurable et mesuré, et en même temps une approche interne de protection des données qui rentre pleinement sur des enjeux de pure cybersécurité en fait. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'avec notre approche côté direction de la sécurité, il y a d'autres directions qui sont en charge de la sécurité informatique pure, mais ce sont nos collaborateurs, mais on n'est pas dans les mêmes entités. Pour autant, en fait, on se retrouve confronté au même sujet. Et j'aurais même tendance à croire que sur certaines thématiques, comme le risque d'atteinte à l'image ou même d'atteinte physique à un VIP, par exemple, on est directement confronté à ces sujets-là, quoi. Donc c'est en cela que c'est... on parle effectivement d'IA responsable, et je pense que c'est un petit peu le point commun qu'on a tous ici, effectivement, que ce soit y compris pour vos activités, vos données, d'IA responsable et d'IA éthique. Évidemment, on ne peut pas parler d'IA sans parler du contenu, puisque il n'y a pas d'IA sans contenu, alors que ce soit au niveau de l'entraînement ou au niveau de l'utilisation. Il y a une vraie problématique d'utilisation, de valorisation des contenus, de partenariat. On sait avec les grands acteurs que c'est assez compliqué. Quelques accords relativement rares existent, mais en tout cas pas avec la majorité des éditeurs de presse. Aujourd'hui, c'est vrai que sur le B2B, on a une expérience en tout cas de licence et d'encadrement de monétisation.
forcément, quand on observe ces usages, on se pose la question et on se dit, du coup, voilà, il va falloir accompagner ces usages, les encadrer. Il y a un vrai enjeu aussi, puisque pour fonctionner, et alors là, je m'adresse à toi, Boris, LinkUp, j'imagine que tes clients ont besoin d'une information, selon les différentes typologies, et peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus. Mais effectivement, il y a l'information de qualité, l'information fiable a une valeur, c'est une demande. Toi, comment tu te projettes, comment tu projettes LinkUp effectivement dans ce cadre-là, dans un partage de valeur avec le contenu? Alors, c'est une bonne question, parce que j'ai objectivement du mal aujourd'hui, on a du mal, je pense vous, le CFC et moi, à se projeter de façon très claire sur où est-ce qu'on va. On sait juste une chose, c'est que, comme je le disais en introduction, il y avait Google où on naviguait à travers les pages, et donc le modèle de rémunération du contenu était clair, puisque c'était un modèle de l'attention. Donc on passait du temps sur un site, et en fait c'est la pub qui capturait votre attention, qui rémunérait les auteurs. Un LLM n'est pas sensible à ça, donc le modèle nécessairement va changer. Mais c'est un petit peu difficile à mettre en place. Au début, on pensait que nous, LinkUp à Lyon, gérait ça. Effectivement, c'est un trop gros chantier pour s'occuper de ça, et en plus de l'aspect technique de la vectorisation de tout Internet, qui est déjà assez de travail. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est plutôt des logiques de partenariat avec vous, avec Cloudflare, que vous connaissez tous, qui gère globalement 30% du trafic Internet et des protections anti-bots, avec d'autres acteurs comme une boîte qui s'appelle Tollbit aux États-Unis, qui s'occupe vraiment de ça, du licensing. Ce qu'on voit aujourd'hui, et on est déjà partenaire de Cloudflare, c'est que le modèle a du mal à se mettre en place. C'est-à-dire que nous, le partenariat s'est fait très vite et le modèle est clair. On paiera une redevance à Cloudflare qui s'occupera de la redistribuer auprès des ayants droit, même si ce n'est pas vraiment un organisme de gestion collective, mais en tout cas auprès des gens qui protègent. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est pour un acteur comme Cloudflare de valoriser précisément auprès des acteurs de la presse notamment, comment redistribuer cette valeur. Et donc voilà, tout ça se met en place et on attend un petit peu de voir quel est le bon modèle, mais on a du mal à le définir avec les acteurs de la presse en tout cas. Chacun a un avis différent sur le sujet et puis les choses ont évolué aussi depuis un an, où depuis il y a un an, les gens ne voulaient pas qu'on accède à leur contenu, et aujourd'hui c'est plutôt l'inverse, puisqu'ils ont bien compris que c'était une façon aussi d'être mis en valeur dans des nouveaux outils. Donc aujourd'hui, on a plutôt une tendance qui invite les acteurs comme nous à venir scraper, alors qu'avant c'était rigoureusement l'inverse. Ouais. Mais dans un cadre, donc il y a effectivement un besoin de cadre, et on sait effectivement que tu es ouvert à la discussion. Enfin, c'est l'objectif aussi de se parler, de trouver un cadre qui puisse permettre une utilisation responsable et rémunérée. En tout cas, le message est passé. Donc, alors peut-être Valérie, de ton côté, effectivement, Seekeasy est un acteur de la veille depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui, on a des accords effectivement via le CFC pour encadrer les usages. Forcément, les usages évoluent, donc il y a une nécessité d'adaptation. Aujourd'hui, est-ce que l'impact justement de l'IA, par rapport aux usages, comment tu vois Donc moi, c'est plutôt clair, ça ne change rien. Le slide que j'ai présenté juste avant, la partie de gauche est la même. On va sur le web, on scrape, on crawl, on indexe, on enrichit. Traduction, vectorisation, enrichissement sémantique, etc. Et c'est juste ce qu'on en fait qui change. Soit je vous donne une liste de résultats à l'ancienne, soit je vous fournis une réponse à une question. Mais en amont, c'est la même chose. On fait exactement la même chose. Le problème avec la presse, on va dire, enfin d'abord il faut signaler que nous on est sur le B2B et que beaucoup de nos clients font de la veille stratégique sur des sites et pas spécialement des sites de presse générale, hein, mais le problème avec la presse pour le moment est qu'elle souhaite être rémunérée
au nombre de liens scrappés, ce qui n'a aucun sens, qui est complètement... ça n'a aucun sens, parce qu'on ne valorise pas ça. Je donne souvent l'analogie avec Spotify. Bon, je suis artiste, moi, je vais gratter ma guitare, je vais taper 10 albums sur Spotify, et à mon avis, j'aurai quand même 0 € à la fin du mois, parce qu'en fait, ma musique n'aura jamais été reproduite. Jamais retrouvée, jamais reproduite. Et c'est la même chose avec un texte. Je vais peut-être passer sur votre site, et peut-être que personne, un jour, aura accès à un court extrait de votre site. Et à la rigueur, la rémunération, pour moi, la plus logique serait même le nombre de reproductions sur le nombre de contenus indexés. Parce que le scrapping, l'enrichissement, l'indexation me coûte tous les jours des frais de serveur. Donc le modèle doit être repensé. Le droit d'auteur, c'est normalement un droit à la reproduction. C'est ça, normalement. Donc moi, entre guillemets, quand j'indexe quelque chose, c'est un peu comme une bibliothèque, avec des fiches, et voilà, vous avez toute l'œuvre de Stendhal, et ainsi de suite. Par contre, s'il n'est jamais lu, il n'y a pas de revenu qui est généré pour la lecture et la production. Voilà. Alors, s'il est reproduit, effectivement, alors le modèle, il peut être à l'usage, hein, comme... c'est le seul modèle correct. Mais il y a l'usage et l'accès. On est sur l'accès, il y a aussi une reproduction mais qui n'est pas valorisable. Qui est réalisée. Mais qui n'est pas valorisable. Ça va être en fait, le modèle économique, c'est le client final. Si le client final, vous dites, et je vais vous donner un exemple, j'ai 100 000 sources à indexer. Tous les jours, on collecte des millions de contenus chez Seekeasy. Est-ce que vous pensez que je peux rémunérer des milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros à chacun des 100 000 sources que j'indexe? Non, ça me ferait des milliards, je pèserais plus que Google. Et donc, à un moment donné, il faut comprendre que Google, c'est la même chose. Il payait à la reproduction des snippets dans les news, et ainsi de suite. Tous les modèles du web fonctionnent à l'utilisation et à la reproduction, et pas à l'indexation. L'indexation est là pour pouvoir vous mettre, vous, en contact, et je pense que c'est LinkUp fait aussi. Il met en contact du contenu et des utilisateurs B2B. Et c'est ce que nous faisons aussi. Bien entendu, on veut le faire dans un cadre, il y a le cadre, et je souligne le CFC, on en fait partie, et c'est le meilleur pour moi accord qu'il soit, et donc j'invite les éditeurs de presse à rejoindre le CFC, parce que c'est une deuxième problématique que l'on a, c'est qu'il est impossible pour un acteur tech de pouvoir négocier avec 100 000 éditeurs de presse. C'est juste impossible, ou bien alors je dois engager, enfin c'est déjà compliqué de rivaliser avec des Américains, ce genre de choses, qui, entre guillemets, c'est le Far West pour eux, hein, ils font du white binding, ils entraînent sur base de données, enfin, c'est vraiment open bar chez eux. Donc nous, on a déjà un contexte juridique plus compliqué, mais on ne peut pas négocier avec chaque éditeur de presse. C'est quasiment impossible pour nous, pour notre structure, pour une start-up. C'est effectivement bien pour ça que les éditeurs s'organisent et qu'on met en place des licences. Alors sur le sujet effectivement de la valorisation et de la comparaison avec des acteurs du B2C de Google, évidemment on n'est pas dans les mêmes échelles, on a bien conscience. En revanche, la valorisation qui pèse et sur l'usage, évidemment sur l'usage et qui prend en compte, mais également sur le fait de reproduire ces contenus pour les utiliser. Mais c'est une erreur de penser que Google est limité au B2C. Alors, vous avez 20 millions d'employés en France, dont 90%, pour ne pas dire 90%, sont connectés à un moteur de recherche dénommé Google. Donc, dans toutes les entreprises françaises, les employés, pour des recherches professionnelles, utilisent Google. Donc ce n'est pas que du B2C, c'est également du B2B. Et j'irai par là... Mais alors justement, peut-être Google, et d'autant plus avec Gemini aujourd'hui, est-ce que c'est une concurrence pour vous aujourd'hui ou c'est... C'est une concurrence et qui, en fait, est même déloyale, parce que si on compare les montants que ces acteurs payent à la presse française avec ce que nous, on paye, ou on nous demanderait de payer, il y a un ratio de plus ou moins de 1000.
Autrement dit, il est beaucoup plus compliqué pour nous de nous élever et dans un cadre juridique confortable. Et donc finalement, ça renforce finalement le monopole des acteurs américains. Et c'est parfois ça qui me fait sourire, parce que la directive européenne 11 et 13 visait justement à redistribuer les revenus des GAFAM. Et au final, on se rend compte que ça va peut-être servir à renforcer leur position monopolistique. Donc, je dirais que pour moi, le meilleur modèle, c'est la reproduction. On reproduit. Alors évidemment, il y a besoin d'une confiance. Il y a besoin, voilà, on peut être audité. Voilà, on a représenté autant de contenu du journal lepetitbouquetin.fr. Voilà. Et je dirais que voilà, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et pas sur on a crawlé 100 000 pages. Ouais, bon, c'est what's next qui appartient aux ayants droit. Mais en matière justement d'utilisation, et peut-être Quentin, tu peux aussi nous donner cet éclairage par rapport justement à cette veille. Est-ce que on a besoin d'acteurs spécialisés, on a besoin qui ont justement sur des corpus plus restreints, ou est-ce que finalement aujourd'hui des modèles un peu plus grand public se sont développés suffisamment et apportent suffisamment de garanties? Il y a plusieurs choses en fait. Le premier contexte, c'est que les consommateurs en entreprise n'ont que très récemment ont été en capacité de pouvoir accepter de nouveaux formats émergents de consommation d'informations. Au sens où la capacité d'attribution de podcasts à destination de dirigeants d'entreprise pour réduire le temps d'information, ça existe depuis 15 ans. Pour autant, la mentalité d'être en capacité de se dire tous les directeurs généraux et directrices générales du CAC 40, le matin, entre 7h et 8h, ont leur podcast prêt à être étudié avec les news de l'AGFI, d'un tel... Ça marche depuis, normalement, d'un point de vue technique, je parle. Ça marche depuis 15 ans. Et c'est industrialisable depuis 15 ans. Pour autant, la sensibilisation et la capacité du consommateur à se dire que oui, je vais déployer ça de manière installée, ça fait 15 ans qu'on annonce la fin de la newsletter. Et je pense que vous le savez mieux que nous. La newsletter, pour autant, dans plein d'institutions et dans plein d'entreprises, alors qu'elle soit full text, illégale, snippets avec lien, date, titre, extrait, etc., elle a ses formats, elle a ses adeptes, pour autant... Alors, et je pense que c'est une spécificité aussi française, parce que j'ai eu des clients, j'ai eu 80 clients différents quand j'étais côté prestataire dans toute l'Europe, en Afrique et en Amérique du Nord. La newsletter, et Substack l'a bien montré côté américain, mais la newsletter est dans le monde de l'entreprise corporate quelque chose qui forge un attachement. Et je pense que c'est en partie lié aussi au métier de la documentation et de la veille, et qu'une personne qui est documentaliste et qui a une culture documentaire historique est attachée à ce format de newsletter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est intéressant, c'est cette espèce d'évolution des formats de consommation. Et ça va peut-être aussi permettre de distinguer la notion de ce dont Valérie parle. C'est que quand on propose une liste de liens, une liste de contenus, on est dans une approche où, oui, en effet, on relaie un contenu et on invite un consommateur final à aller consulter un lien. Si ce lien est envoyé dans la newsletter, c'est donc qu'il va être probablement utilisé ou au moins exposé. A l'inverse, si on bascule sur une logique purement agentique, la vectorisation de l'ensemble de ces données-là n'apparaît plus. Et donc, 90% des gens aujourd'hui, globalement, dans cet ordre de grandeur-là, sont prêts davantage maintenant à pouvoir recevoir des formats type agentique. Ça veut dire que vous avez 90% des gens qui sont prêts à considérer que c'est pas parce qu'ils ont vu une information full text qu'ils vont vouloir être prêts à payer pour cette information-là. Et je pense que tant qu'on n'a pas fait ce constat-là qui est clair, qui est que la majeure partie des personnes en entreprise ne sont pas prêtes à ça à l'heure actuelle, je pense que ce déterminisme-là du modèle de rémunération ou au moins de valorisation interne des entreprises aura du mal à évoluer, tant d'un point de vue législatif ou politique, parce qu'on a vu qu'il y avait des tentatives récentes là, sur les modèles de rétribution, mais ça implique aussi que les personnes qui sont en entreprise ou côté prestataire arrivent elles-mêmes à se valoriser. Et tant qu'il n'y aura pas de valorisation de ces personnes-là sur les métiers de la data,
elles n'auront pas cette capacité à elles-mêmes valoriser leur production et être en capacité de justifier les budgets conséquents qui seraient susceptibles de justifier l'implémentation d'une rémunération des 100 000 sites dont parlait Valérie. Donc il y a à la fois cette maturité, je pense, qui est en train d'arriver et où les usages sont en train de changer en ce moment. Mais pour que ces usages changent, c'est les effets des révolutions technologiques qu'on est en train de vivre. Enfin, il n'y a pas 36 solutions. C'est clairement dans ce mode opératoire qu'on arrive à faire une valorisation réelle. Et aujourd'hui, je pense que toutes les personnes côté entreprise sont confrontées à des dilemmes assez cornéliens. Vous avez par exemple des plateformes de redistribution des contenus qui aujourd'hui n'arrivent pas à suffisamment indexer le web et à indexer des sources de qualité. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème. Vous avez des milliers, et j'en parle régulièrement dans des groupes de place avec d'autres professionnels qui font le même métier que moi, sur des acteurs installés de 10 ans, de 15 ans qui ont de l'historique, ils n'arrivent pas à fournir une donnée suffisamment qualitative. C'est pas que le web ne leur permet pas, c'est que les capacités d'indexation ont aussi fortement changé. Les capacités d'indexation sur de la donnée sociale. Tout à l'heure, on parlait de LinkedIn avec Valérie. L'évolution de la typologie des contenus sur du LinkedIn a structurellement changé les attentes du grand public. Vous avez des gens qui désertent LinkedIn. Il y a 5 ans, dans le monde de la veille, tout le monde disait il faut absolument aller chercher les contenus sur LinkedIn. Pourquoi ? Parce que vous aviez tout un tas de contenus corporate qui étaient dupliqués en communiqué de presse et les social media managers d'entreprises et d'organisations postés sur LinkedIn. Donc il y avait un intérêt réel. Aujourd'hui, LinkedIn est en perte de vitesse d'un point de vue parce qu'il y a de plus en plus de contenu politique et le côté corporate est moins intéressé par cette valorisation. Si vous prenez l'espace de 5 ans, si vous prenez cette évolution de la posture de ça a de la valeur à mes yeux, ça n'a plus de valeur à mes yeux, le temps de construire un business model ce qui n'est pas le cas de la presse, heureusement. Et heureusement, mais... En tout cas, effectivement, parce que et ce qu'on constate aussi, il y a évidemment beaucoup de pédagogie, surtout dans cette période de transformation avec des usages qui sont en mutation, des attentes aussi, des attentes et des entreprises et autres sur l'information. Avec effectivement une évolution des licences, une évolution de cette valorisation qui est attendue des deux côtés, je crois. Donc, en tout cas, merci, parce que du coup, on a épuisé notre temps. Pour ce partage, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir justement, de constater qu'il y a des évolutions. Et de pouvoir réfléchir ensemble sereinement à un encadrement, une valorisation qui vous permet d'avoir accès effectivement pour l'information d'une entreprise ou autre à des contenus, mais de manière effectivement responsable. Donc nous continuerons ce dialogue forcément. Merci à tous.